bonjour à tout le monde. Merci d'être à l'écoute pour en fait faire connaissance avec ce projet Climact. Le projet Climact, c'est un projet d'université d'été pour le climat qui est innovant et qui va avoir lieu pour la première fois ici en Belgique, à Liège, du 3 au 18 juillet prochain. Alors, au départ, je vais quand même vous expliquer d'où est sorti ce projet. En fait, il est né en 2019. Peut-être que vous vous souvenez de cette date mémorable, le 27 janvier 2019, où on s'est retrouvés. Moi, j'y étais à 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles pour interpeller nos gouvernements de sorte qu'ils accélèrent les mesures pour protéger notre climat et limiter l'emballement des températures qu'on connaît aujourd'hui. Alors, cet emballement, l'IRM le mesure et le calcule de façon régulière. Ici, vous voyez une synthèse de l'évolution des températures à Uccle, donc le centre de l'IRM près de Bruxelles, qui sont des moyennes sur des cycles de 10 ans. Donc, vous voyez que chaque barre horizontale est la moyenne des températures à Uccle pendant 10 ans et que cette moyenne augmente tous les 10 ans de 0,4 degrés. Par décennie. Et ça, c'est régulier, là, depuis déjà 40 ans. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la température en Belgique a déjà augmenté de plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, il y a une véritable préoccupation, évidemment. Alors, c'est plus 2 degrés que ce qu'on entend d'habitude, puisqu'on parle d'1 degré au niveau de la planète, parce que les pays qui sont sur des continents se réchauffent plus vite que la moyenne de la planète du fait de l'inertie thermique des océans qui se réchauffent moins vite. Les membres du GIEC, le groupe intergouvernemental d'études du climat, font des projections pour le futur et qu'est-ce qu'ils nous disent? En fonction des différents scénarios et des différentes hypothèses qu'ils prennent, il y a plusieurs trajectoires possibles. Donc ici, il y en a 2 sur ce graphique qui ont été reprises. Les 2 extrêmes, finalement, le plus optimiste en bleu, c'est celui qui nous dit si on a des politiques énergiques qui vont essayer de nous maintenir dans l'accord de Paris et stabiliser la température en dessous de 1,5 degré d'accroissement, eh bien, on aurait cette trajectoire en bleu. Par contre, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, la trajectoire probable, c'est la rouge. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle nous amènerait à environ 4 degrés de réchauffement par rapport au début du siècle, donc en 2100. Alors, on peut dire 2 choses de plus par rapport à ce graphique. C'est que la première partie des courbes ici, elle est confondue sur les 20 premières années. C'est-à-dire que la trajectoire, qu'on le veuille ou non, elle est déjà fixée pour 20 ans. Donc, il y a une grande inertie, les molécules de CO2 et des autres gaz à effet de serre restent longtemps en suspension dans l'atmosphère. Et puis, la Terre réagit lentement, elle a une inertie. Et donc, les actions qu'on peut prendre maintenant contre le réchauffement climatique ne feront sentir leurs effets que dans un temps de plusieurs décennies. L'autre information qui est inquiétante, c'est que les dernières mesures, notamment de concentration de CO2 dans l'atmosphère, mais aussi de montée des températures, de montée des niveaux de la mer, nous montrent qu'on est aujourd'hui sur la trajectoire la plus pessimiste. Et même certaines mesures tendraient à dire qu'on est légèrement au-dessus de cette trajectoire pessimiste. Donc, il y a vraiment une urgence à réagir par rapport à ce réchauffement climatique. Voilà l'évolution des émissions de gaz à effet de serre au cours des dernières décennies. Et vous voyez qu'elle n'a pas arrêté d'augmenter. Alors, ça s'arrête en 2018 et on sait que la pandémie de Covid a une petite influence là-dessus. On va en parler tout de suite. Mais certains d'entre vous sont certainement plus jeunes que moi. Et donc, si on prend une date de référence en l'an 2000, on se rend compte que les émissions annuelles ont augmenté de plus de 50% depuis la date de naissance des personnes qui sont nées au début du siècle. Donc, la tendance est vraiment inquiétante. Donc, que devons-nous faire si on veut rester sous la fameuse barre objective des 2 degrés? Là, il n'y a pas le choix, il faut qu'on descende le plus vite possible le taux d'émission de ces gaz à effet de serre. Plus on tarde, bien plus la pente va devoir être raide si on ne veut pas exploser cet objectif de 2 degrés. Donc, l'objectif que nos politiques se sont fixés, c'est la neutralité carbone en 2050. C'est là-dessus qu'on va se baser aujourd'hui. On ne va pas commencer à débattre si cet objectif est pertinent ou pas.
Et donc, ça veut dire que dans les 30 années qui viennent, il faut qu'on arrive à annuler les émissions nettes de CO2 dans l'atmosphère, enfin de CO2 équivalent. Donc, ça veut dire qu'il faut, dans la décennie dans laquelle nous venons de rentrer, réduire d'1/3 au minimum nos émissions. Donc, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Pour se donner une idée de l'ambition de cet objectif, regardons ce qui s'est passé en 2020 suite à la pandémie de Covid. Donc ici, on voit pour les différents gros émetteurs de CO2 comment les émissions ont évolué de mois en mois l'année dernière. Et la ligne pointillée, c'est la moyenne mondiale. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un creux, évidemment, tout le monde est au courant, mais que déjà, avant la fin de l'année, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre au mois de décembre étaient supérieures à celles du mois de décembre 2019. Donc, finalement, l'effet de la pandémie va être extrêmement faible, puisqu'on est déjà reparti sur une tendance haussière de ces émissions. Alors, si on se penche maintenant un peu plus proche de nous, sur la Belgique, voici la courbe des émissions, alors ce qu'on appelle les émissions territoriales, c'est-à-dire que ce sont les gaz à effet de serre émis depuis le territoire belge. Ce qu'on voit, c'est qu'elles étaient environ à 120 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an en 1990, qui est une année de référence, et qu'aujourd'hui, elles sont environ à 100 millions de tonnes, c'est-à-dire 9 tonnes par personne et par an. Donc, on peut, et certains d'ailleurs s'en félicitent, hein, on peut se glorifier d'avoir déjà fait une baisse de 20% de nos émissions. En réalité, il faut nuancer un petit peu le propos parce qu'il n'y a pas que les émissions que nous générons sur notre territoire. Le fait est que nous importons beaucoup plus de biens et de services que par le passé. Et donc, si on calcule maintenant l'empreinte carbone et pas les émissions territoriales, l'empreinte carbone incluant les émissions générées pour produire ce que nous achetons, là, on voit par contre que nos émissions, elles ont augmenté de 20% depuis 1990. Et donc, notre émission territoriale en Belgique est d'environ 9 tonnes par personne et par an, mais si on inclut cet effet d'empreinte carbone, elles sont plutôt de 16 tonnes par personne et par an, donc vous voyez que la différence est considérable. Donc, si on reprend cette courbe des émissions territoriales, je vous ai dit qu'elle avait baissé de 20%, en fait, on peut analyser les causes principales de cette diminution et on se rend compte, enfin là c'est pas lisible, donc je vous ai fait un zoom, que les principaux facteurs de réduction, eh bien c'est précisément ces délocalisations, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'industries belges qui ont disparu de notre territoire et qui sont parties dans d'autres pays, notamment en Asie. Ça c'est donc, je vais dire, conclu par la fermeture de grosses industries, notamment la sidérurgie, des crises économiques. Le réchauffement du climat lui-même nous aide à réduire nos émissions, notamment au niveau du chauffage des bâtiments. Et quand même, il y a de façon honnête, il y a aussi des améliorations de certains procédés industriels et certaines technologies, mais qui ne sont que pour une petite partie contributive par rapport à cette baisse des émissions. Alors, si on reprend maintenant l'historique, depuis 1990, il y a eu cette baisse de 60 à 40 millions de tonnes de CO2 équivalent par an en Belgique francophone, et nous devons aller à zéro en 2050. Donc, nous devons baisser d'1/3, c'est-à-dire de 13 millions de tonnes en 10 ans, si on veut rester sur cette trajectoire. Donc, c'est ça qui motive l'existence de notre projet de l'Université d'été Climact, que je vais vous décrire maintenant dans les slides qui suivent. Alors, je ne vais pas redévelopper les concepts de développement durable que j'avais préparés, parce que Cécile les a très clairement expliqués. On est, comme vous le voyez, exactement sur la même logique que le Green Office, dans cette logique de développement durable et de l'économie du donut, où on cherche à finalement piloter les activités de notre société dans cet espace entre le plancher social et le plafond environnemental qu'on peut appeler l'espace sûr et juste pour l'humanité. Donc, l'ambition de notre projet, qui est vraiment né pendant ces grandes manifestations de 2019, c'est de mobiliser toute cette énergie qui était présente dans les rues. La prise de conscience et l'énergie qui était là était vraiment impressionnante. Et ce qu'on essaye maintenant, c'est de convertir cette énergie en énergie positive, de création d'actions concrètes et ambitieuses pour atténuer le réchauffement climatique dans le respect de la justice sociale.
On a donc deux grands piliers à cette stratégie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour ralentir la hausse des températures, et puis cet esprit de solidarité pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer dans une minute. Donc, parlons d'abord des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va se focaliser maintenant sur la Belgique francophone. Et là, ce que vous voyez, c'est plus précisément la répartition des émissions calculée par l'Agence wallonne pour le climat, la WAC. Et donc, vous voyez que les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sont repris ici. Donc, le principal, celui qui est en orange, ici en dessous, c'est l'industrie, en particulier l'industrie lourde, pour lequel les gouvernements et les états-majors des grandes entreprises sont les seuls responsables et aptes à infléchir les trajectoires d'émissions de ces industries. C'est très difficile pour vous et moi, des citoyens, d'avoir une influence sur cette trajectoire-là. Et donc, pour des actions citoyennes, on n'a pas vraiment de levier d'action. Donc, on a décidé de ne pas s'attaquer à ce problème-là des émissions de l'industrie. Par contre, tous les autres morceaux du camembert, ceux-là sont accessibles à des actions citoyennes. Par contre, par exemple, excusez-moi, au niveau du transport, vous voyez que nous sommes tous capables d'infléchir nos comportements, d'adopter des moyens de transport plus écologiques, moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, l'écomobilité va être une des thématiques dont on va se préoccuper dans Clim'Act. Au niveau du résidentiel, on sait qu'à peu près 1/6 des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur résidentiel, avec notamment les chauffages. Et donc, on va se préoccuper de rénovation des bâtiments. L'agriculture et l'alimentation sont un secteur très émetteur aussi. En Belgique, à peu près 1/8 des émissions. Et puis, la production d'énergie, pour lesquelles on a tous la possibilité de modifier nos sources d'énergie, nos abonnements d'électricité, par exemple, ou bien d'avoir de prendre la décision d'investir dans des panneaux solaires, par exemple, ou dans une coopérative éolienne. Donc, les énergies renouvelables sont aussi un volet, un levier d'action très important. Alors, ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi d'autres leviers qui ne sont pas présents sur ce camembert et que nous allons adresser pendant l'université d'été de Clim'Act. Le premier, c'est la reforestation, puisqu'on sait que les arbres sont un puits de carbone important et qu'ils ont d'autres bénéfices très importants, notamment au niveau de la biodiversité, des paysages, etc. La finance, qui est quand même un des leviers principaux qui font que les énergies fossiles restent très, très importantes, voire prédominantes dans le monde dans lequel on est. Et puis l'éducation, puisque chaque personne doit être sensibilisée et éduquée pour pouvoir prendre les actions adéquates et comprendre la façon de se comporter face à ces problématiques du climat. Donc voilà, en quelques mots, les leviers que nous avons décidé d'actionner pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en région wallonne et bruxelloise. Le deuxième pilier, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est de favoriser la justice sociale. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'on associe ces deux objectifs ? La première raison, elle est simplement éthique. C'est que la justice sociale, c'est un but en soi, c'est un objectif, c'est même une obligation morale. On se donne cet objectif de ne laisser personne au bord du chemin, d'autant qu'il y a une double injustice pour les personnes qui sont, disons, précarisées, c'est qu'elles n'émettent pratiquement pas de gaz à effet de serre, ce sont en général les plus nantis qui en émettent le plus. Or, ces personnes vont être les premières et les plus durement touchées par le réchauffement climatique. Donc, ça rajoute encore une couche sur l'impératif éthique de s'en préoccuper. Et puis, la troisième raison, elle est beaucoup plus pragmatique, c'est qu'on a vu par le passé, notamment avec la crise des Gilets jaunes il y a quelques années, que si on ne prend pas en compte les contraintes de toutes les couches de la population, très vite, il y a des blocages qui empêchent de faire avancer finalement la cause climatique. Donc, les leviers qu'on compte actionner par rapport à cet objectif de justice sociale, d'abord, c'est d'essayer de privilégier des stratégies qui bénéficient aux personnes les moins favorisées. Le deuxième levier, c'est d'essayer de privilégier des stratégies qui sont créatrices de nombreux emplois, et notamment des emplois peu qualifiés. Et enfin, d'adopter les principes de l'économie sociale. Donc, plutôt que de lancer des projets qui soient des sociétés anonymes,
capitaliste avec donc des impératifs de retour sur investissement pour les investisseurs. L'idée ici est plutôt de favoriser des coopératives et des ASBL dont le but est plutôt de maximiser leur impact climatique et impact social, comme je viens de les décrire. Alors, venons-en maintenant à des aspects plus pratiques de notre université d'été. Donc, c'est un projet qui va se dérouler sur 2 semaines très intenses, du samedi 3 au dimanche 18 juillet, donc 15 jours pleins, en présentiel. Pour tous ceux qui habitent à distance, on a prévu le logement et tous les repas qui sont organisés. La première semaine sera surtout consacrée à des cours et à des tables rondes qui vont permettre finalement de faire du transfert de connaissances, du transfert d'expérience, grâce à la participation de professeurs réputés d'université et aussi de professionnels qui vont venir témoigner de la façon dont, au quotidien, ils œuvrent déjà pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et les injustices sociales. Il y aura aussi des visites de terrain qui sont prévues pendant le week-end qui est à la charnière des 2 semaines. Et puis, il y aura tout un volet entrepreneurial. Le but, là, est en sous-groupe, de construire des projets d'entreprise, de coopératives et d'ASBL qui seront ambitieuses et dont la vocation est, si possible, de se concrétiser après les 2 semaines de l'université d'été. Il y aura aussi beaucoup de moments de détente qui ont été prévus. On ne fait pas 2 semaines comme ça sans s'amuser un petit peu et donc on compte sur à la fois l'organisation et les participants pour mettre beaucoup de bonne humeur dans ce projet, pour aussi aboutir donc à 8 projets concrets au terme de ces 2 semaines. On a souvent la question par rapport au Covid, qu'est-ce qui se passe si les mesures sanitaires sont toujours très contraignantes au mois de juillet? D'abord, on est optimiste, la vaccination avance vite, donc on pense qu'il y a toutes les chances qu'on puisse faire cette université d'été en présentiel pour les 2 semaines. Si ce n'était pas le cas, malheureusement, dans ce cas-là, ce qu'on proposerait, c'est probablement de faire une partie des activités en virtuel, celles qui nécessitent de rassembler tous les participants, par contre, toutes les activités en groupe, en sous-groupe seraient maintenues en présentiel. Donc, la décision sera prise au mois de juin quand on y verra un petit peu plus clair sur les conditions vraiment sanitaires début juillet. Alors, parlons maintenant de ces 8 projets qui sont quand même un objectif important de cette université d'été. Donc, ils sont à la fois concrets et ambitieux et on va un petit peu chiffrer ça pour vous montrer à quel point ils le sont. Donc, on a choisi les 8 thématiques que je vous ai énumérées tout à l'heure, donc pour mener 8 projets. 2 projets dans le domaine des énergies renouvelables, donc principalement ici l'éolien et le solaire, la rénovation des bâtiments et la reforestation, l'écomobilité et l'alimentation durable. Alors, on a regroupé ces 6 projets dans un pointillé vert ici pour 2 raisons. C'est d'abord parce que ce sont des actions qui peuvent avoir un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre, un impact chiffrable à court terme. Et d'autre part, ce sont des activités qui peuvent donner lieu à des activités économiques rentables. Et donc, l'idée là, ce serait pour ces 6 thématiques d'essayer de créer des entreprises sociales, donc des coopératives, qui puissent très vite devenir autonomes en termes financiers et réinjecter les profits, les bénéfices qu'elles pourraient faire dans la croissance de ces activités pour essayer de maximiser l'impact positif sur l'environnement et sur le social. Les 2 projets de droite, qui sont la finance soutenable et l'éducation, ont une nature un petit peu différente. C'est assez facile à comprendre. D'abord, on ne va pas pouvoir mesurer directement leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est un impact indirect qui est probablement extrêmement important. On pense que ce sont 2 thématiques qui ont le potentiel d'avoir un impact très, très important sur les émissions de gaz à effet de serre, mais pas facile à mesurer en direct. Et aussi plus compliqué de faire des activités économiquement rentables. Donc là, on s'orienterait plutôt vers des modèles d'ASBL. Alors, en filigrane de ces 8 thématiques de projet, il y a des thématiques transversales qui seront sous-jacentes à tous ces projets qui seront abordés pendant l'université d'été. Bien entendu, le climat, mais aussi la justice sociale, l'économie sociale et l'économie circulaire. Alors, on va donner un cadre à ces projets et mettre en place un certain nombre de règles du jeu pour corser un petit peu l'histoire, mais vous allez comprendre que ce sont des critères extrêmement importants. Le premier, c'est un critère d'impact.
C'est-à-dire que je vous ai dit que les projets qu'on voulait envisager, ce sont des projets ambitieux. L'ambition qu'on se donne, c'est d'essayer d'éviter au moins 10 000 tonnes de CO2 équivalent par an et par projet, à une échelle de 5 ans. Donc, on regardera tout à l'heure des exemples concrets et vous allez voir que c'est effectivement très ambitieux. Deuxième critère, c'est celui du développement durable, celui qui a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye d'être à l'intersection des 3 P, hein, People, Planet, Prosperity, donc climat, justice sociale et activité économique. Et on ne veut pas abandonner un de ces 3 volets. Troisième critère, on cherche à faire des projets qui, malgré leur ambition, soient réalistes, c'est-à-dire qu'ils soient réalisables par une coopérative citoyenne ou une ASBL. Et le quatrième critère, c'est d'essayer de ne pas se mettre en concurrence avec des acteurs qui auraient les mêmes finalités que nous et qui existent déjà. L'idée, c'est plutôt d'essayer de chercher les manques et les trous dans la raquette dans les activités qui existent déjà en Belgique francophone et de combler ces trous dans la raquette plutôt que d'aller marcher sur les plates-bandes de personnes qui ont exactement les mêmes objectifs que nous. Alors, je vais ici passer en revue quelques exemples donc des stratégies qui seraient possibles et envisageables pour les différents projets dont on vient de parler. Donc ici, au niveau des énergies renouvelables, bon, ben, en dehors du photovoltaïque, hein, qui va être traité dans un deuxième temps, un deuxième projet, on pourrait s'intéresser à l'éolien, la biométhanisation, la biomasse ou l'hydroélectricité. Ici, prenons l'exemple de l'éolien, qui est quand même le plus développé aujourd'hui en Belgique, et voyons ce que signifie concrètement atteindre un objectif de 10 000 tonnes de CO2 évité par an et par projet. Donc, les chiffres ici sont tout à fait réalistes. Hein. Donc, une éolienne aujourd'hui, les nouvelles éoliennes terrestres, c'est l'ordre de 3 MW de puissance installée par éolienne, avec une utilisation à pleine charge environ 23% du temps au cours d'une année. Donc, le produit des deux nous donne l'énergie en mégawattheure produite par an, environ 6 000 mégawattheures par éolienne et par an. Et on sait qu'un mégawattheure produit par une centrale thermique ou un mix plutôt des centrales thermiques et nucléaires et renouvelables en Belgique génère 226 kg de CO2. Donc, ben, on sait qu'une éolienne permet d'éviter environ 1300 tonnes de CO2 par an. Donc, pour atteindre 10 000 tonnes par an, il faut faire 10 000 divisé par 1300 et on obtient le nombre d'éoliennes requises, 7 éoliennes. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une coopérative citoyenne a raisonnablement la capacité de faciliter ou de permettre la mise en place de 7 éoliennes en 5 ans en Belgique francophone? Pour moi, la réponse est oui. Et donc, le critère ici passe au vert. On a un projet qui est réaliste pour une coopérative. Bon, on ne va pas rentrer maintenant dans tous les autres critères, mais évidemment, pendant l'université d'été, on va regarder comment rendre ces projets plus justes socialement et comment éviter de faire de la concurrence à des acteurs similaires qui existent déjà et plutôt essayer de compléter ce qui est déjà en place. Alors, il y a des défis, bien entendu, à relever pour chacun des projets. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ça vous donne un petit peu une idée de la façon dont on va aborder les problèmes pendant cette université d'été. Donc, si je prends maintenant le deuxième projet en photovoltaïque, on a plusieurs stratégies possibles. Si on essaye d'estimer quel est le nombre de maisons particulières qu'il faudrait équiper pour atteindre ce fameux objectif de 10 000 tonnes de CO2 évité, je vais vous passer les calculs ici, mais en faisant l'exercice, on arrive à environ 4 600 maisons à équiper pour atteindre cet objectif. Alors, même si c'est étalé sur 5 ans, ça fait quand même plus de 1000, de l'ordre de 1000 maisons équipées par an. C'est extrêmement ambitieux pour une petite structure de type coopérative ou ASBL. Et donc, là, le critère, il est plutôt à l'orange. On n'est pas sûr que ce soit totalement réaliste. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des stratégies alternatives qui soient plus abordables? Donc là, on va regarder une deuxième stratégie possible, celui des grands parcs photovoltaïques. Donc, on refait la même procédure de calcul et là, on se rend compte que l'objectif pourrait être atteint si on installe des panneaux solaires sur 32 hectares en 5 ans. Donc, ça fait en moyenne environ 6 hectares, 12 terrains de football par an à équiper.
Alors, est-ce que c'est réaliste pour une coopérative? Il nous semble dans l'équipe que c'est nettement plus réaliste que la stratégie numéro 1. Et donc, vous voyez comment, en envisageant plusieurs stratégies et en utilisant ce critère d'impact, on peut orienter un projet vers la meilleure méthode pour que les citoyens maximisent leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Même logique pour la rénovation des bâtiments. Hein. Ici, si on regarde les consommations de chauffage d'une habitation, eh bien, on voit qu'il faudrait rénover environ 3000 logements pour atteindre l'objectif des 10 000 tonnes. Est-ce que c'est réaliste pour une coopérative? Il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies alternatives qui permettraient d'y arriver plus facilement? La réponse, je vous donne déjà un petit teaser. Hein. Nous, on en a trouvé. En préparant l'université d'été, on a trouvé des stratégies alternatives. Et donc, c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler avec les participants de l'université d'été. Sur les forêts, combien d'arbres faut-il planter? Combien d'hectares de forêt faut-il planter pour obtenir les 10 000 tonnes? La réponse, 14 km² en 5 ans. Est-ce que c'est réaliste en Belgique pour une coopérative? Critère orange, on est indécis. Peut-être qu'il y a des hybridations de projets possibles, notamment en plantant une partie de ces arbres en Belgique, mais peut-être aussi en plantant dans d'autres pays où il y a plus d'espace, où la main-d'œuvre est moins chère, à voir. Donc, ce sont des questions qu'on va se poser et qu'on va examiner pendant l'université d'été. L'écomobilité, je prends 2 exemples ici aussi. Donc, une stagiaire qui a travaillé avec nous il n'y a pas longtemps nous a suggéré un projet de vélo-taxi. Eh bien, on a ensemble fait l'exercice et on se rend compte que pour atteindre les 10 000 tonnes de CO2 évitées en utilisant des vélo-taxis, il en faudrait 2500 en Belgique francophone. Là, pour moi, le critère, il est clairement rouge. Le vélo-taxi n'est pas réaliste pour une coopérative en Belgique. Par contre, prenons un autre exemple qui est dans l'actualité, puisqu'on a déjà un projet qui vient d'émerger en Belgique sur cette stratégie-là. Donc, si on veut mettre en place des trains couchettes pour partir en vacances dans le sud de l'Europe, eh bien là, il faudrait 238 passagers par jour à une échéance de 5 ans pour pouvoir atteindre notre objectif de 10 000 tonnes. Ce critère, cet objectif nous paraît tout à fait réaliste pour une coopérative et donc voilà une stratégie qui pourrait se qualifier pour Climact. Je vous donne un dernier exemple et puis je vais m'arrêter parce que les chiffres pourraient être un peu fastidieux. Mais donc le régime alimentaire est extrêmement impactant et Cécile en a parlé par rapport au festival Nourrir Liège, auquel je vous encourage tous à participer. Et bien là, la question c'est quel est l'impact de notre consommation de viande dans notre alimentation? Eh bien, en moyenne, un repas carné équivaut à l'émission d'environ un peu plus d'1 kg de CO2 dans l'atmosphère pour toute la filière d'élevage et donc sans rentrer dans les détails. Si on veut éviter 10 000 tonnes de CO2 par an, eh bien, il faut éviter 8 millions de repas environ en Belgique francophone. Alors, est-ce que c'est réaliste ou pas? On peut se poser la question en formulant cet objectif de 2 façons. Il faudrait, pour y arriver, que chaque Belge francophone renonce à 2 repas carnés par an. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Une autre façon de poser l'objectif, c'est il faudrait amener 2% de la population belge francophone à renoncer à 2 repas carnés, à renoncer à 2 repas carnés, je dis bien, par semaine. Est-ce que c'est réaliste ou non? Nous en sommes convaincus dans notre équipe et donc, en formulant les objectifs de cette façon-là, on peut derrière décliner des stratégies pour y arriver. Donc, les projets 7 et 8, donc sur la finance et l'éducation, je vous l'ai dit, ne sont pas quantifiables de la même façon. Donc là, on envisage des stratégies de type lobbying pour inciter les organismes financiers à arrêter d'investir dans les énergies fossiles. Mais il y a peut-être d'autres stratégies possibles, comme par exemple la création d'une plateforme de financement de projets durables. Il en existe déjà. Donc là, c'est plutôt le critère de concurrence qu'il faudra regarder en détail. Pour l'éducation, on imagine soit peut-être faire du lobbying pour faire évoluer les programmes d'enseignement en Belgique et y intégrer plus de cours sur le climat. Et on peut imaginer d'autres stratégies, comme par exemple créer une application informatique de type Carbon Score pour vraiment sensibiliser l'ensemble de la population à la façon de consommer. Donc voilà le type d'exercice qu'on va mener pendant la 2e semaine de Climact. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais quel impact au final est-ce que ça peut avoir?
Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est une estimation de l'impact global de tous ces projets. On a donc 8 projets prévus en 2021, mais on a l'ambition de répéter cette université d'été chaque année. Et donc, au cours de ces années, on va donc faire des projets avec cette même ambition de 10 000 tonnes de CO2 évitées par an et par projet, en faisant l'hypothèse que 6 projets sur les 8 cette année ou bien sur les 10 les années suivantes se concrétisent chaque année. Eh bien, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc, un projet, ici j'ai repris l'exemple du photovoltaïque, aurait une trajectoire de croissance progressive et puis une saturation du marché belge, puisque la place n'est pas infinie. Ce qu'il y a, c'est que les panneaux photovoltaïques qu'on va installer l'année 1, ils vont continuer évidemment à jouer leur rôle pendant les 10 années qui viennent. On va y rajouter des panneaux l'année 2, et donc on va cumuler l'effet. L'année 3, on va cumuler, l'année 4, on va cumuler, et donc cet effet cumulé année après année va donner une progression de cet ordre-là. Ici, on voit donc qu'au bout de 5 ans, on a un impact de 10 000 tonnes, c'était notre objectif, mais que cet impact va continuer à grandir. Et si on additionne l'effet des projets qui vont émerger d'année en année, Climac 2022, Climac 2023, etc., eh bien, on a cet effet cumulatif qui peut nous amener à un évitement très, très important dans nos régions, Wallonie-Bruxelles, qui pourrait même, alors là je rêve, parce que j'ai pris des hypothèses très optimistes, approcher d'1 million de tonnes de CO2 équivalent évité. Si on est un peu plus pessimiste, on va dire qu'on peut atteindre quelque chose qui va être entre 3 et 5% de l'objectif de nos gouvernements belges francophones sur 10 ans, ce qui est loin d'être négligeable pour des actions citoyennes. Alors, je passe maintenant au dernier volet de ma présentation, qui est vraiment le volet pratique sur l'organisation de l'université d'été. Donc, elle va s'articuler en 2 semaines. La première journée, le 3 juillet, c'est une journée d'accueil des participants, avec aussi une cérémonie d'ouverture, des conférences et une surprise sympa qu'on a prévue pour la fin de la journée. Donc là, ce sera une journée très détendue, avant de se mettre au travail dès le dimanche 4, avec 18 cours, 12 tables rondes et déjà des séances de travail sur les projets thématiques. Le samedi est consacré à des visites de terrain, le dimanche, une journée libre, de repos, et puis la seconde semaine est vraiment consacrée à élaborer les stratégies et les business models, les plans financiers des 8 projets thématiques. Ces travaux feront l'objet de présentations le dernier jour, le samedi, à tout un panel d'experts qui viendront pour donner des conseils, des avis sur le travail qui aura été effectué pendant ces 2 semaines. C'est pas du tout un concours de beauté, l'attention, l'esprit de Climac, c'est pas de mettre les gens en compétition, mais au contraire de donner à chacun toutes les chances de réussir son projet. La dernière journée sera une journée de détente, mais aussi de networking. On va inviter un certain nombre d'acteurs pour pouvoir finaliser en beauté ces 2 semaines. Je ne vais pas rentrer dans le détail des cours et des tables rondes, je n'en ai pas le temps, mais voilà la structure du programme qui est finalisée. On a donc 2 cours et une table ronde le matin, un cours et une table ronde l'après-midi, ainsi qu'un workshop pour commencer à travailler sur les projets. Donc, il y aura des soirées de détente pour lesquelles il y aura du temps libre. Et puis, pour ceux qui le veulent aussi, on mettra à disposition certaines activités ludiques qui seront à la fois utiles et agréables, puisqu'on a beaucoup d'idées qui peuvent aller dans l'esprit de Climac aussi. Visite de terrain le samedi. Et puis, la deuxième semaine, tout un parcours entrepreneurial qui va aller de l'émergence de nouvelles idées, de brainstorming et donc d'élimination de stratégies pour essayer de se focaliser sur une stratégie spécifique pour chaque projet. Et puis ensuite, l'instruction de cette stratégie pour essayer donc d'élaborer vraiment les détails, les partenariats, de quels moyens a-t-on besoin, à la fois combien de personnes, combien de financement, quels moyens techniques a-t-on besoin, de quel type de partenariat. Est-ce que financièrement ce projet tient la route? Donc on fera un petit plan financier ensemble. Et puis la préparation des pitchs, c'est-à-dire des présentations qui auront lieu le samedi devant ce panel d'experts. Avec une belle fiesta qui est prévue le dernier soir, on en aura tous besoin et on l'aura tous bien mérité, je pense. Donc pour les personnes parmi les participants qui se sentiront tellement motivés, et je suis sûr qu'il y en aura,
qu'ils auront envie de continuer après l'université d'été et de devenir des porteurs de projets pour concrétiser les projets sous forme de coopérative ou de SBL, eh bien, on est en train de mettre en place des partenariats avec des incubateurs. Et donc, on est en train de créer une espèce d'incubateur partenarial Climact avec 3 partenaires avec qui on est en discussion actuellement et qui seront là à la fois pour nous accompagner pendant les 2 semaines, et notamment la 2e semaine, mais aussi pour accueillir les candidats porteurs de projets physiquement dans leurs infrastructures, avec toute leur expertise, avec leurs coachs, les professionnels qui travaillent avec eux à longueur d'année. Donc, c'est vraiment leur métier, c'est leur spécialité. Et donc, les porteurs de projets seront accompagnés, s'ils le souhaitent, au-delà de cette université d'été. Les personnes qui seraient intéressées parmi vous à vous inscrire, donc on a les inscriptions qui sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Le formulaire d'inscription se trouve en ligne sur notre site web dont l'adresse se trouve ici en rouge. Il n'y a qu'un seul critère pour participer, c'est d'avoir plus de 18 ans. Il n'y a pas de nécessité de prérequis en termes de formation ou d'expérience professionnelle. On invite la diversité, donc toutes les disciplines et tous les niveaux sont les bienvenus. Il y a besoin vraiment de tout le monde dans cette cause qui est colossale, évidemment, de la lutte contre le réchauffement climatique. On demande simplement aux participants d'écrire une lettre de motivation d'1 ou 2 pages et de choisir parmi les 8 projets proposés leurs préférences, donc les 3 sujets qu'ils préfèrent pour pouvoir constituer les groupes. Alors, pour pouvoir participer en pension complète, on demande une participation aux frais de 450 €. Et pour les personnes qui ont la possibilité de loger sur place, donc qui n'ont pas besoin d'être logées sur le campus, il y a une réduction qui est proposée pour 250 € pour les personnes qui n'ont pas de revenus, donc les étudiants, les sans-logement, etc. Pardon, excusez-moi, les sans-emploi. Et pour les professionnels donc, qui ne souhaiteraient pas loger, c'est 350 €. Voilà pour les aspects pratiques. Donc, j'ai terminé ma présentation et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci pour votre attention. Alors, on va voir si on a des questions qui nous sont envoyées par Estelle. Bonjour à tous. Combien de personnes sont déjà inscrites à Climax, Philippe? Alors, à ce jour, on a reçu déjà pratiquement 50 candidatures. Si ma mémoire est bonne, c'est 48 candidatures, dont la grande majorité ont déjà été acceptées. Et on a déjà des signes d'intérêt pour la suite. Donc, on a la capacité en fait d'accueillir jusqu'à 100 personnes en pension complète. Donc, il y a encore de la place et il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Merci. Alors, qu'en est-il si on n'a aucune expérience en gestion de projet, en planification financière? Autrement dit, est-ce qu'il faut des prérequis pour participer? Il me semble que tu as déjà répondu, mais voilà, je te propose de poursuivre. Oui, mais effectivement, le feedback qu'on a eu de certains candidats, c'est que c'était peut-être un peu impressionnant les objectifs très ambitieux qu'on a mis en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que même pour les personnes qui n'ont pas du tout de bagage là-dedans et qui n'ont pas nécessairement d'ailleurs l'intention de poursuivre dans cette voie, c'est une expérience pédagogique extraordinaire d'être confronté à ce parcours entrepreneurial et donc d'aller étape après étape de l'idée jusqu'à un plan d'affaires concret, même s'il est simplifié. On n'a pas très souvent dans sa vie l'occasion de faire ça. Et donc de le faire avec un encadrement, avec des gens qui vont être très, très bienveillants, avec d'autres participants dans le groupe qui peut-être, eux, ont cette expérience et donc vont pouvoir partager cette expérience, je pense que rien que ça, en soi, c'est déjà un truc énorme. Est-ce que le feedback qu'on a déjà eu de personnes qui ont participé à d'autres universités d'été, c'est qu'ils en sortent avec une graine qui est plantée dans leur tête. Et cette graine, si elle ne germe pas tout de suite, elle va germer un jour ou l'autre parce qu'on va tout le temps rester avec cette idée. Et si je créais mon activité, maintenant que je suis allé au travers de ce processus, peut-être que j'en suis capable. Pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, peut-être que j'en serai capable. Alors moi, je peux peut-être rebondir juste en partageant l'expérience au Green Office avec les étudiants qui s'investissent dans des petits projets qui n'ont pas évidemment de cette ampleur. Ils en ressortent, enfin, quand on les écoute, ils en ressortent extrêmement grandis. L'expérience de groupe, élargir les horizons et aussi créer un réseau de contacts. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, il y avait encore une question. C'était une question d'Abigail.
Excuse-moi, je vais t'interrompre parce que je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, tu as parlé de l'expérience de groupe. Moi, j'ai vécu une expérience de ce type-là il y a plus de 25 ans et je peux te dire que les amitiés sont toujours là. C'est-à-dire que des personnes que je n'ai pratiquement pas revues depuis 25 ans, on s'est donné rendez-vous pour se revoir. Et il y a des gens qui sont venus de Russie, du Japon et des États-Unis pour se revoir 25 ans après, tellement les liens étaient restés forts. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de recréer dans Climact et qui restera inoubliable pour les participants. Oui, ben moi je rebondis encore pour dire combien c'est un plaisir de travailler avec ces étudiants motivés qui sont pleinement dans la construction, donc ils sont dans une énergie positive, dans de la spontanéité et tous les nouveaux qui rejoignent le Green Office, c'est la première chose qu'ils disent. Et donc je ne doute pas une seconde que ce sera la même chose, qu'il y aura la même énergie dans Climact. Alors on a une question d'Abigail. Est-ce qu'il y a des plans pour un autre Climact l'année prochaine? Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, l'intention, c'est pas de faire un one-shot. L'intention, c'est de faire une université d'été comme Climact chaque année en Belgique francophone. L'endroit n'est pas encore choisi. Hein. Il est envisagé de faire ça de façon mobile, c'est-à-dire de visiter une ville différente chaque année. Maintenant, c'est beaucoup de travail et donc c'est une décision qu'on prendra au terme de l'université d'été de juillet 2021. Et je vais même aller plus loin. En fait, on a même peut-être que c'est un rêve, mais on a cette ambition de, si ça marche bien cette année, de répliquer Climact et de sortir de nos frontières. Et pourquoi pas de faire un Climact en France et puis un Climact dans d'autres pays et de créer un réseau international d'universités d'été dans les années futures. Donc cette année, c'est une première et je suis très très confiant sur le succès. Pour le moment, tous les indicateurs sont ouverts. Donc on aura la preuve par 9, je vais dire, cet été pour faire le bilan et voir si ça a du sens de faire cette réplication à l'étranger. Je pense que l'heure, de toute façon, elle est là. Et l'énergie, elle est là et les étudiants sont super motivés pour ça. Alors, il y a une question de François. Est-ce que tout se fera en français? Oui, donc le but ici, c'est de faire une université d'été dont le périmètre est la Belgique francophone. Donc, ça fait à peu près 4,5 millions d'habitants en Belgique francophone, et donc c'est quand même un bon réservoir de candidats potentiels. Donc, comme je le disais, si on réplique l'université d'été dans d'autres pays après, ben on fera, disons par exemple en Flandre, une université d'été Climact in het Nederlands, et puis pourquoi pas in Deutsch si on va en Allemagne plus tard, etc. Donc ça permet aussi de donner l'accès à cette université d'été à tout le monde. Tout le monde ne maîtrise pas nécessairement plusieurs langues et vous avez compris qu'on a vraiment une ambition d'inclusivité. On essaie vraiment de donner la chance à tout le monde d'y participer et donc c'est une façon d'éviter l'obstacle de la langue. Ce que je peux aussi dire et rebondir, c'est que une nouvelle fois, quand il y a une équipe multidisciplinaire avec des étudiants qui viennent de différents horizons, ils adorent ça parce que c'est extrêmement riche dans les partages. Et puis, si en plus on a ce mélange un peu culturel avec des étudiants qui viennent de différentes régions de Belgique francophone, je pense que ce sera très riche aussi. Alors, une question de Marc-Henri. Excuse-moi, je vais encore t'interrompre, mais on n'a pas fait de promotion à l'étranger pour Climact cette année et pourtant on a des Français et même une personne d'Angleterre qui parle le français qui se sont inscrits déjà. Donc, ça veut dire que le projet rayonne déjà au-delà des frontières. Et donc, cet échange finalement interculturel, bon, qui est peut-être moins riche si on est entre Belges francophones, mais en fait, on se rend compte qu'il va déjà être transnational dès la première année, puisque les Français et une Anglaise se sont déjà inscrits. Et l'année dernière, on avait même des marques d'intérêt des Québécois qui voulaient venir. Donc cette année, ils sont en ballottage par rapport aux contraintes du Covid, mais il n'est pas impossible qu'on ait des Québécois qui nous rejoignent aussi. Alors, la question de Marc-Henri, en fait, Marc-Henri, il travaille, il hésite à participer parce qu'il va devoir prendre 2 semaines de congé et il te demande le bon argument qui ferait qu'il participerait. Alors ça, c'est une question difficile parce qu'au départ, on s'est posé la question de la durée idéale du projet Climact. Si on veut avoir plus d'impact et construire des projets plus solides, idéalement, il aurait fallu faire quelque chose de plus long. Mais plus long, on se rend bien compte que c'est compliqué pour beaucoup de monde, notamment pour les personnes qui ont un emploi. Tout le monde n'est pas prof ou étudiant et donc, effectivement, c'est compliqué pour les personnes qui travaillent.
Plus court, on pense que les projets ne seraient pas aussi construits et n'auraient pas autant de chances de voir le jour et d'être concrétisés par la suite. Donc, c'est le compromis qu'on a choisi, les 2 semaines, et je comprends que ça puisse être compliqué. Alors, on a des inscrits qui ont trouvé eux-mêmes la réponse, en fait, et qui sont allés voir leur employeur en leur disant, il y a ce programme qui existe, c'est une formation exceptionnelle, est-ce que vous pourriez m'accorder des congés spéciaux, par exemple, sous couvert de mon plan de formation, et donc je ne revendique pas d'autres formations sur l'année, et éventuellement même du financement, parce que l'expérience qu'on va acquérir dans une université d'été comme ça, notamment pour le volet entrepreneurial, est très précieuse pour les entreprises. Il existe dans les entreprises ce qu'on appelle non pas de l'entrepreneuriat, mais de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire devenir un entrepreneur au sein de son entreprise et venir proposer à la direction de son entreprise des projets d'innovation, de diversification des activités de l'entreprise. Les personnes qui auront vécu un parcours comme Climact, ils seront beaucoup mieux outillés pour proposer à leur chef d'entreprise ce type d'initiative. Et donc ça, ce sont des arguments qui portent. À l'époque où j'ai participé à cette université d'été que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est exactement comme ça que ça a fonctionné. Donc c'est mon employeur qui m'a accordé des congés spéciaux sous couvert de mon plan de formation et qui a financé une partie de ma participation. Et par la suite, j'ai proposé, effectivement, donc j'en parle vraiment comme du vécu, j'ai eu l'occasion de proposer plusieurs initiatives à mon employeur par la suite. Alors, qui peut être porteur de projet? C'est une question d'Olivier. Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question-là parce qu'il n'y a pas de règle. En fait, il y a des gens qui ont cette envie ou cette vocation ou cette petite graine en eux qui fait qu'ils ont envie de créer leur propre activité. Donc, c'est ce qu'on appelle la graine de l'entrepreneur. Hein. Et c'est intéressant parce que quand je parle avec mes collègues, les partenaires des incubateurs, dont c'est le métier tous les jours, ils me disent il n'y a pas d'âge. On a de plus en plus de très jeunes entrepreneurs, même avant 18 ans, hein, donc des jeunes qui viennent avec des projets et qui demandent à être encadrés par les incubateurs pour porter leurs propres projets. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont plus de 70 ans et qui sont aussi entrepreneurs. Donc, le spectre, l'âge n'est pas un critère. On peut être entrepreneur à tout âge. Et alors, l'autre chose que j'entends beaucoup chez nos partenaires incubateurs, c'est que on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et donc, on peut très bien se dire, je n'ai pas cette fibre-là aujourd'hui, donc finalement, pourquoi est-ce que j'irais suivre un parcours comme ça? Eh bien, d'être confronté à cette expérience, ça, d'abord, ça répond à plein d'inconnus, des choses qu'on n'imaginait même pas. Ça fait tomber des barrières psychologiques, des craintes qu'on pouvait avoir, et tout à coup, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça, peut-être que moi aussi, je pourrais le faire. Alors, je ne vois pas de questions. Ah, une dernière question de Marie. Peut-on participer à Climact si on n'a pas la possibilité de s'impliquer activement dans le projet sur lequel on aura travaillé pendant l'université d'été? Oui, tout à fait. Donc là, je l'ai évoqué brièvement, je peux peut-être développer un petit peu maintenant. Imaginons qu'on fasse carton plein et qu'on ait 100 participants inscrits fin mai. Eh bien, on imagine bien qu'il n'y aura pas 100 porteurs de projets. Ce n'est pas possible pour tout le monde. On a tous des contraintes, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient éventuellement budgétaires. Et donc, on s'imagine bien qu'il n'y aura qu'une fraction des participants qui vont s'impliquer dans la suite, soit comme porteurs de projet, soit comme membres de l'équipe qui viendront en support au chef de projet. En général, il y a une proportion qui peut varier, hein, mais qui n'est que d'un certain pourcentage des participants qui suivent. Et encore une fois, ce n'est pas grave parce qu'il y aura eu ce bénéfice pédagogique, hein, il y aura vraiment tout ce bagage qui sera rentré, et puis cette petite graine qui un jour germera peut-être, j'en suis persuadé, pour un certain nombre. Alors, est-ce que ce serait le mot de la fin, Philippe? Cette petite graine qui germe pour que tous nos étudiants qui nous écoutent soient les futurs acteurs de la durabilité de tout de suite, en fait, même pas de demain, de tout de suite. Écoutez, moi, je n'en doute pas. Hein. Je suis sûr que les participants qui viendront ne le regretteront pas. Et donc, pour ceux qui auraient encore des questions et qui n'ont pas eu le temps ou
qui n'ont pas osé les poser, vous avez la possibilité de les poser soit sur notre page Facebook ou alors sur notre adresse email info@climacte.org. Donc, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Philippe. Moi, j'étais ravie de vous écouter, de vous soutenir. Je vous souhaite bonne chance aux organisateurs et alors beaucoup de plaisir aux étudiants. Et là, je le répète, je n'en doute pas une seconde, ce sera riche et vous aurez beaucoup de plaisir en plus. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.